Les funérailles des tabous, la renaissance par l'excellence. Ce qu'on constate dans les milieux corporate, donc de travail, etc., c'est qu'on a... Alors j'ai les termes anglais, je suis désolée, je ne sais pas s'il y a une équivalence en français, mais il existe ce qui est appelé la motherhood penalty, quand on devient mère. Donc ça veut dire moins d'opportunités de carrière, des salaires plus bas, une perception de je suis moins compétente, je suis moins engagée, je suis moins disponible, je suis moins ambitieuse. Et à l'inverse, chez les hommes, on va avoir ce qu'on appelle fatherhood premium. Donc les hommes, eux, au moment où ils deviennent pères, on estime que voilà, ils sont responsables, ce sont des leaders, donc on va leur proposer des postes à responsabilité, des postes mieux payés, et on va leur donner plus d'opportunités finalement de faire évoluer leur carrière. Chers amis et membres de la famille des funérailles des tabous, bonjour. Tout d'abord, je vous adresse un immense merci. Votre engouement pour les funérailles des tabous dépasse toutes nos attentes. Grâce à vous, notre appel à candidature pour devenir chroniqueur, chroniqueuse ou animateur a été un véritable succès. Plusieurs centaines de demandes nous sont parvenues. Cela montre à quel point vous tenez à notre mission de créer des programmes qui invitent à la réflexion et élèvent la communauté afrodescendante, ainsi que tous ceux qui s'intéressent à l'histoire des peuples noirs. Aujourd'hui, nous avons reçu des candidatures exceptionnelles. Si nous avons dû faire des choix, c'est vous, notre public, qui allez avoir le dernier mot à travers vos commentaires et vos votes. Vous allez désigner les présentateurs, animateurs qui représenteront les funérailles des tabous cette saison. Des sessions de tournage ont déjà eu lieu, où nos potentiels animateurs ont pris part à de véritables débats et discussions dans le même format que nos émissions classiques avec des invités. De plus, les vidéos de nos présentateurs et chroniqueurs seront diffusées sur nos réseaux. Et ce sera à vous, à travers vos commentaires et vos votes, de décider qui animera cette saison. Le principe est simple, c'est eux qui ont la parole, mais c'est vous qui avez le choix. À très bientôt. Chers membres de la famille des funérailles des tabous, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur ce nouveau format des funérailles des tabous. Je m'appelle Christian Kamchoueng. Je m'appelle Christina et nous sommes aujourd'hui extrêmement heureux de vous retrouver pour cette nouvelle aventure. Il s'agit d'un nouveau format et je suis ravi de pouvoir recevoir un panel d'expertes et de passionnés. Mais avant tout, je tiens à vous inviter à liker, partager et inviter tous vos membres à regarder justement cette émission. Aujourd'hui, nous allons aborder la thématique des femmes, du leadership et de la reconnaissance. Et pour débuter, je vais demander à mes invités de se présenter. On va commencer. Ouais. Bonjour à tous, je m'appelle Cathy Jacot, je suis coach et consultante et j'accompagne notamment les femmes en processus de matrescence, donc en train de devenir maman, sur la question de leur choix professionnel, de leur parcours professionnel. J'ai pour objectif avec ce travail de m'assurer que les femmes puissent vivre des vies éclairées, choisies, libres, en dehors des carcans sociétaux, familiaux et environnementaux. Merci Cathy. Bonjour, je m'appelle Aurélie Bissouali, je suis enseignante agrégée en sciences sociales. J'accompagne des élèves en décrochage scolaire qui veulent décrocher leur diplôme pour réussir un jury central par exemple. Je suis également maman, je suis passionnée par les relations et... Merci Aurélie. Alison. Bonjour, donc je suis Alison Dacruz Lura. J'ai une société dans le bâtiment avec mon conjoint. Avant ça, j'avais mon agence immobilière et je suis passionnée par tout ce qui concerne notre communauté afro-caribéenne. Super, merci beaucoup Alison. Cathy, je me permets de commencer avec toi. On va aborder un sujet qui est souvent qualifié de touchy et qui apporte beaucoup de polémiques. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta vision du féminisme, de ta définition et puis des conséquences et de l'origine aussi du féminisme ? Alors, déjà, pour moi, l'utilisation du mot féminisme, elle est lourde de sens. Parce que ce mot-là prête à interprétation selon qu'on soit, en fonction de sa sensibilité, en fonction de là où on est géographiquement, en fonction de sa communauté. Aujourd'hui, moi, je préfère parler de lutte pour l'égalité des droits entre les hommes et les femmes. Je ne parle pas non plus d'égalité entre les hommes et les femmes. Parce que je considère que on n'est pas égaux. Voilà. On a nos singularités, mais nous devons avoir des droits égaux, pouvoir vivre des vies libres, pouvoir avoir des carrières si on le souhaite, pouvoir être parent si on le souhaite, pouvoir
avoir accès à l'éducation, si on le souhaite. Pour moi, l'essence du combat, elle se situe là. Et aujourd'hui, le féminisme tel qu'on l'entend dans nos sociétés occidentales, en 2024, il est souvent associé à une espèce de doctrine, une espèce de dogme qui voudrait que une femme libérée, ça correspond à une série de critères qui sont déjà très occidentaux, qui ne s'adaptent pas forcément aux cultures autres que nos cultures modernes occidentales. Et donc moi, je trouve que ça, c'est tout aussi dangereux, si vous voulez. L'idée d'imposer ce que veut dire la liberté en tant que femme. Non, c'est très intéressant. Moi, j'applaudis le fait que tu ne veux pas une égalité entre les hommes et les femmes. Souvent, je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne sais pas, Alison ou Aurélie, est-ce que vous pensez que les femmes et les hommes sont égaux déjà? Biologiquement déjà, non, forcément. Et elle a bien appuyé sur le mot les droits. Ouais. Et là, c'est une différence, je la rejoins complètement. Ouais. Et toi, Aurélie? Oui, pour ma part, je pense que dans la société, on cherche une égalité entre les hommes et les femmes en termes de droits. Et n'oublions pas que nous sommes également complémentaires. Donc, il y a certaines choses que les femmes vont peut-être avoir plus de facilité à faire, bien que on estime que chacun est libre, en fait, de déterminer, par exemple, dans un couple, quels sont les rôles propres à chacun. Et en termes de droit, justement, égalité de droit, ça veut dire qu'en fait, tu vois quand même des différences, des disparités que tu as pu noter. J'aurais souvent tendance à penser que si on est différent, c'est normal qu'on n'ait pas les mêmes droits. Et donc, j'aurais tendance à penser que cette égalité a souvent tendance à peut-être être utopique. Donc, je sais pas, est-ce que tu peux nous parler de ces différences de droits? Alors, l'idée que parce qu'on est différent, on n'a pas droit aux mêmes choses, je vais faire le parallèle facile avec le racisme. Parce qu'on est blanc ou parce qu'on est noir, on n'a pas les mêmes droits. Tu vois, donc je comprends ta question, je comprends le fond de ta question, mais si tu veux, ce n'est pas parce qu'on est différent entre hommes et femmes qu'on ne doit pas avoir droit aux mêmes choses. On a le droit de vivre, on a le droit, comme je te disais, d'avoir accès à l'éducation, de faire des choix éclairés et libres quant à sa propre vie. Moi, c'est ça, en fait, si tu veux, ce que je conçois dans l'égalité des droits entre les hommes et les femmes. Le droit de travailler, etc. Si je peux me permettre, Christian, peut-être que tu avais des exemples précis en termes de droits. À quel moment, pour toi, on ne doit pas avoir les mêmes droits en tant que femme et en tant qu'homme? En fait, c'est vrai qu'on est dans un contexte, et tu l'as mentionné un petit peu, il y a cette notion de féminisme qu'on veut imposer, le même féminisme dans n'importe quelle culture et dans n'importe quelle géographie. Et puis, c'est vrai qu'il y a une guerre des sexes, on ne peut pas la nier. Toi, je vois que tu vois bien cette subtilité, mais cette guerre des sexes, moi, je la vois tous les jours quand j'allume mon téléphone. Et c'est vrai que quand on me parle de droit, c'est vrai que c'est compliqué. Il y a certaines choses que, voilà, je sais qu'on va jamais arriver à ce droit. On veut peut-être arriver à de l'équité, mais partir en guerre. Souvent on dit, le bateau il chavire, les femmes et les enfants d'abord. Aller en guerre, on va pas demander aux femmes de partir en guerre. La première chose qu'on dit, c'est les hommes de plus de 18 ans. Donc, il y a des choses sur lesquelles, encore, au niveau du droit, j'aimerais voir, justement, les points, justement, où on pourrait chercher cette égalité, voir de quelle différence tu parles, en fait, en termes de droit. Parce que j'aimerais les voir, moi j'ai peut-être du mal, peut-être que c'est biaisé, je vois pas tout, mais j'aimerais que tu m'en dises un peu plus, que telle ou telle chose, oui, il y a une disparité en droit. Alors justement, pour reprendre l'exemple que tu donnes sur l'engagement militaire ou sur l'armée, aujourd'hui, on ne parle pas des hommes de plus de 18 ans. Les femmes peuvent tout à fait s'engager dans l'armée, en France en tout cas, théoriquement, sans discrimination. Et donc, moi, c'est ça, si tu veux, que je prône, c'est de dire, en tant que femme, si j'ai envie d'être camionneuse, si j'ai envie, en fait, de faire un métier, par exemple, qui va être associé typiquement à des rôles masculins, qu'est-ce qui m'en empêche? Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous en empêche? Sans vouloir être... j'essaye vraiment d'aller jusqu'au bout. Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui d'être camionneuse? Je voudrais vraiment un exemple où tu dis, en droit, j'ai pas le droit de faire ça, ou je vois pas... Dans les faits, rien. Au niveau de la loi, effectivement, la loi nous garantit d'une certaine façon l'égalité à ce niveau-là. Par contre, dans la perception, dans, peut-être la culture, dans ces milieux-là, tu vois, je vais parler de la tech, par exemple. Moi, j'ai bossé dans la tech pendant longtemps, sur des métiers de type ingénierie, maths, etc. On est quand même sur des communautés qui sont essentiellement masculines. Non pas que les femmes n'aient pas accès à ces métiers-là, mais si tu veux, en tant que... Déjà, on manque de rôle modèle.
ce dont on a parlé aussi en termes d'entrepreneuriat, on manque de rôle modèle, et surtout, est-ce qu'on permet culturellement à des femmes de s'intégrer dans ces milieux-là ? Non, Donc tu vois, techniquement, nous avons le droit, mais est-ce que, si tu veux, en termes de culture, en termes de perception, est-ce que c'est réel ? On n'y est pas encore. Non, je vois. Quand on parle, par exemple, si tu veux parler de choses concrètes, parlons de l'égalité salariale. Sur le papier, elle existe. Ouais. Dans les faits, on en est très très loin. C'est bizarre. Moi, c'est vrai que j'ai un autre. Je le vois de manière un peu différente. C'est vrai que c'est mon côté entrepreneur. Et c'est vrai que je me dis, il y a ce mythe de l'inégalité salariale. Et je me dis, mais s'il y avait vraiment, à compétence égale, une inégalité salariale, le capitaliste de base, je prends je prends la compétence en fait. Et donc j'ai du mal avec cette stat. Et c'est vrai que des études ont montré que finalement, quand on évalue à l'heure, c'est-à-dire que au taux horaire, salaire horaire, finalement, il n'y a pas cette disparité. C'est juste le fait qu'on... Je sais que ça peut... Je suis désolé. Hein, mais en fait, c'est plus un mythe qu'un fait. Et j'aimerais qu'on réfléchisse qu'on réfléchisse sur cette question, parce que je pense que finalement, c'est peut-être juste le fait à un moment, la femme, et là tu as 100% raison, du fait de plusieurs choses, voit sa carrière, son nombre d'heures peut-être diminuer par rapport aux hommes, du fait de beaucoup de choses culturelles. C'est moi qui dois me sacrifier pour aller chercher les enfants à l'école, la maternité, etc. Et ça, je l'admets. Et donc, tu mets le doigt dessus directement, en fait. Oui. C'est-à-dire que quand on va regarder, si on fait une moyenne au taux horaire, etc., et que tu trouves qu'on est sur des choses assez similaires, la réalité, c'est pas tout à fait ça, puisque comme tu le dis, beaucoup de femmes doivent, alors qu'elles ne le souhaitent pas, sacrifier leur carrière, se mettre en temps partiel, prendre des jobs un peu moins exigeants, quitter carrément le monde du travail, parce qu'elles ont la charge des enfants. Oui, effectivement. Aurélie, tu as mentionné justement que tu étais mère. Justement, toi, ce choix, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu un choix à faire. Est-ce que ça tu as dû finalement, il y a eu une discussion ou ça s'est imposé à toi ? Non, je voulais d'abord revenir sur un fait, c'est qu'il y a beaucoup de métiers où les femmes ne sont pas représentées. Et donc, certains secteurs, comme tu l'as dit, sont vraiment occupés par des hommes. Et donc, il faut se poser la question de l'orientation et de l'éducation. Est-ce qu'on est toujours dans une éducation qui est genrée, qui fait que les filles vont s'orienter dans certaines filières ? On sait très bien que tous les métiers où il faut s'occuper des autres, c'est en général les femmes qui occupent ces postes, et c'est des métiers où on est beaucoup moins bien payé. Donc je pense qu'il est temps aujourd'hui que, avant de choisir un métier, les femmes se posent aussi la question salariale. Combien est-ce que je vais gagner dans ce secteur ? Est-ce que ça vaut la peine que j'aille sacrifier ma santé pour un salaire qui n'est peut-être pas à la hauteur de mes diplômes ? Un deuxième point, c'est pour moi, ici en Occident, je pense que dès qu'on a l'occasion de faire des études, il faut pouvoir le faire, ce qui nous permet aussi de pouvoir nous épanouir dans le monde professionnel. On sait très bien qu'à un certain moment donné, les femmes qui vont choisir d'aller justement vers la maternité vont devoir mettre leur carrière de côté. Et ce choix-là peut très bien être discuté dans le couple, mais il faudrait que justement que lors de cette discussion, quelque chose puisse être mis en place pour pallier à cette baisse salariale. Une femme qui va accoucher, il va lui falloir plusieurs mois pour se remettre. Ensuite, elle va peut-être pas recommencer tout de suite. Et quand elle arrive au travail, est-ce qu'elle aura encore les mêmes chances qu'un homme de pouvoir monter dans les échelons de carrière ? On sait très bien qu'il y a certains postes qui sont promus. Les hommes y ont accès tout simplement parce que les femmes ne sont pas présentes à ce moment-là. Elles sont en maternité ou elles décident de se mettre en congé parental pour s'occuper des enfants. Et naturellement, on a l'impression que c'est à la femme de s'occuper uniquement de cette éducation. Mais aujourd'hui, les hommes et les femmes travaillent, donc je pense que c'est vraiment un débat qui doit être mis au centre. Les hommes doivent beaucoup plus s'impliquer dans l'éducation de leurs enfants et dans la carrière également de leurs conjoints. Et ça, ce dont tu parles, ça a été théorisé. Hein, ce qu'on constate dans les milieux corporate, donc de travail, etc., c'est qu'on a... Alors, j'ai les termes anglais, je suis désolée, je ne sais pas s'il y a une équivalence en français, mais il existe ce qui est appelé la motherhood penalty, quand on devient mère. Oui. Donc, ça veut dire moins d'opportunités de carrière, des salaires plus bas, une perception de je suis moins compétente, je suis moins engagée, je suis moins disponible, je suis moins ambitieuse. Et à l'inverse, chez les hommes, on va avoir ce qu'on appelle fatherhood premium. Donc, les hommes, eux,
Au moment où ils deviennent pères, on estime que voilà, ils sont responsables, ce sont des leaders, donc on va leur proposer des postes à responsabilité, des postes mieux payés, et on va leur donner plus d'opportunités finalement de faire évoluer leur carrière. Moi, c'est intéressant ce que vous dites, parce que je vois pas les choses complètement de la même façon. T'es entrepreneuse, ouais. Parce que déjà, le secteur bancaire, il y a énormément de femmes. Dans l'immobilier, il y a énormément de femmes. Il y a des cadres sup qui sont femmes. Ensuite, il y a beaucoup de femmes qui ne se voient pas non plus rester après la maternité à la maison. C'est quelque chose qu'elles vivent difficilement, ça aussi. Et tu parlais de la maternité, de la grossesse, et je pense que en tant que si on venait à recruter une femme, tu disais qu'il y a la pénalité d'avoir eu des enfants, mais celle aussi de ne pas en avoir eu, parce que tu prends une jeune femme, tu te dis que voilà, elle a peut-être un petit copain, ils vont peut-être déménager, ils vont avoir des enfants. Bon, elle va les avoir dans combien de temps? 2, 3 ans? On n'a pas le droit de poser cette question à l'entretien. Mais toi maintenant, si tu dois te projeter dans ta société et que tu dis, je sais elle a exactement ce qu'il me faut, mais elle a pas encore d'enfant, elle a un petit copain. Donc à un moment donné, il y aura cette question d'enfant. Donc il faut voir des deux côtés aussi. Et pourquoi ce serait un problème la maternité? C'est pas une question de problème, et surtout, c'est une pourquoi est-ce question qu'on ne de... se pose pas cette question avec le petit copain de la personne? Ouais, parce que pourquoi biologiquement, on parlait d'égalité, biologiquement, un homme ne porte pas de grossesse, il ne va pas accoucher. C'est comme ça, je veux dire, la femme, à un moment donné, au 3e trimestre, elle sera en arrêt, parce que, je sais pas si vous avez... Moi, j'ai travaillé jusqu'au bout, ça dépend aussi des secteurs. Si t'es dans le secteur médical, tu seras peut-être écarté. Moi, je pense qu'il faut justement pas généraliser et qu'il faut laisser aux femmes le choix, justement, de ce qu'elles veulent faire. Si elle veut arrêter de travailler, qu'elle en a l'opportunité, qu'elle puisse le faire sans qu'elle soit stigmatisée. Si elle a envie d'être ensuite, après la naissance, mère au foyer, que ce soit aussi valorisé. Oui, mais elle va accoucher. Mais je veux dire que le temps qu'elle accouche et qu'elle ait son congé maternité, ça c'est indéniable, son petit copain ne peut pas le faire. Mais l'entreprise n'a qu'à mettre en place des systèmes qui permettent, pendant ces courts laps de temps, d'engager des stagiaires, etc. J'entends très bien ce que tu dis, mais est-ce que c'est une PME? Est-ce que c'est dans la fonction publique? Tu m'as dit que tu étais enseignante. Est-ce que c'est une grosse société? J'entends, c'est pas question d'un manque d'altruisme, de se dire que d'avoir cette réflexion derrière. C'est pas forcément discriminatoire, mais c'est un fait, c'est réel. Non, ce qui est très intéressant dans son point de vue, c'est que ce n'est plus une femme qui vous parle, c'est une chef d'entreprise. Et là, c'est plus une question de genre, c'est qu'elle est très pragmatique. Elle se dit, il y a de fortes chances, c'est des probabilités pour que, finalement, elle ait un enfant plus tard, etc. Même si elle en a pas tout de suite. Ah, t'as un petit copain. Ah, et c'est vrai que c'est très dur, ce qu'elle vient de dire. Mais c'est la chef d'entreprise qui parle et elle essaie d'être très pragmatique. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'elle pourra pas éviter. C'est 3 mois ou 4 mois. Et sinon, les systèmes qu'on pourrait mettre en place, c'est ça qui est important, c'est quel type de solution, c'est ça que tu disais, quel type de solution on peut mettre en place pour permettre d'effacer ces différences, qui sont biologiques, donc les effacer peut-être pas. Biologiques, mais qui sont aussi de l'ordre législatif, en fait. Parce que concrètement, donc, il y a effectivement... alors déjà, tous les parents n'accouchent pas. Il y a aussi de l'adoption, il y a aussi la PMA, il y a aussi beaucoup d'autres formes de parentalité. Mais surtout, tant qu'on ne proposera pas aux hommes un congé paternité qui soit égalitaire avec les femmes, on aura toujours ce problème-là. Mais là, je suis absolument d'accord avec toi. Donc la question, elle n'est pas que la question biologique de la femme accouche, il y a la période du postpartum, etc. Il y a aussi la question tout simplement du congé qui est accordé aux parents. Et quand on regarde ce qui se passe... Aujourd'hui, on a le droit, non? L'homme, il a le droit. Mais tu as un congé paternité, c'est très très réduit. Tu as 3 semaines, en gros, là où une femme a à peu près entre 3 et 4 mois à peu près. Moi, je travaille avec des femmes un peu partout en Europe, et quand je regarde le cas des pays nordiques, eux, ils ont un système qui est beaucoup plus avancé là-dessus, puisqu'il y a la Suède et la Finlande notamment, qui proposent un congé parental partagé de 2 ans, et qui inclut les grands-parents. C'est-à-dire que si les grands-parents de l'enfant souhaitent être rémunérés par l'État pour prendre du temps pour s'occuper des petits-enfants, ils peuvent le faire. Non, mais c'est bien. Voilà. Donc là, on revient sur un truc de... C'est une communauté, en fait, qui est responsable du fait d'élever un enfant. C'est pas juste la femme. Et c'est là où, en fait, je dis qu'on peut créer d'autres systèmes par la loi, parce que proposent les entreprises quand elles le peuvent, qui soient plus égalitaires, encore une fois. Mais parce que tu parlais de l'aspect nordique, et si on rebondit sur la communauté, et aussi je vais parler d'abord sur l'entrepreneuriat,
être une femme entrepreneur, j'ai pas parlé en tant que chef d'entreprise, je suis entrepreneur parce que j'ai justement cette liberté de faire comme je veux. Si je veux, j'ai justement mon bébé ou pas, et je peux travailler pendant, avant et après. Donc c'est pas, il faut pas dissocier. Effectivement, on peut être salarié, mais une femme entrepreneur a la liberté de pouvoir vivre sa féminité comme elle le souhaite. Côté communautaire, effectivement, les Nordiques, c'est quelque chose, mais je sais que, voilà, en général, les familles afro-caribéennes, en général, l'exception ne fait pas la règle, mais il va y avoir ou les parents, ou les grands-parents, ou la sœur, et donc on n'est jamais vraiment isolé. Donc c'est aussi cet aspect-là où on se dissocie la maternité. En tout cas, en Occident, la maternité des blanches n'est pas vécue de la même façon que la maternité des noirs. Je veux dire, même au moment de l'accouchement, il va y avoir ou la mère du conjoint ou la propre mère qui va venir, qui va prendre les frères, les sœurs et autres. Et il y a cet appui où on n'est pas isolé non plus. Justement, Alison, est-ce que tu peux continuer sur cette thématique en nous parlant des particularités de la femme afro dans ce schéma ? C'est intéressant en fait, parce que l'idée c'était de parler. Je vais commencer par une storytelling, une petite histoire pour que je vous emmène là où je vais aller. C'est Kimberly Crenshaw, qui est une Afro-américaine et qui, en 1989, comme elle est professeure à l'université d'Harvard et elle est avocate, elle défend 4 femmes noires devant les tribunaux pour discrimination raciale et discrimination de genre. Arrivée devant le juge, ils lui disent non, la société n'est pas raciste puisqu'elles sont 4 femmes noires et qu'elles ont été embauchées. Non, la société n'est pas misogyne puisqu'elles sont femmes et elles sont dans la société. Et c'est là qu'elle a compris qu'il y a un problème de notion d'intersection, d'où l'intersectionnalité. C'est-à-dire que ce qu'on vient d'appuyer, c'est voilà, on est femme, on est noir, ou sinon on est femme, ou on est peu importe, mais que il n'y a pas juste un type de discrimination. Et donc, et lorsqu'elle l'a créé, sachant qu'elle faisait partie des Black Feminism, c'est-à-dire des Black féministes, c'est-à-dire qu'encore une fois, on s'est pas reconnu dans le féminisme des femmes blanches, nous en tant que femmes noires. C'est quelque chose qui était intéressant parce que bon, après les Afro-américaines, elles ont leurs problématiques. Et nous, les femmes noires en France notamment, parce qu'on est en France, ont d'autres problématiques. C'est-à-dire que nous, il y a eu un livre justement qui est sorti de Françoise Vergès où elle parle je trouve que c'est vraiment flagrant l'intersectionnalité dedans, le ventre des femmes où pendant les années 60 et 70, par exemple à Madagascar ou à la Réunion, Afrique de l'Ouest, les femmes étaient stérilisées à leur insu, d'accord, pendant cette période-là. Et là où on sent la discrimination des femmes noires et l'intersectionnalité, le féminisme c'est qu'en France, à ce moment-là, les femmes françaises blanches n'avaient pas le droit d'avorter jusqu'à la loi de Simone Veil. Donc c'est encore une discrimination où une femme féministe blanche va dire oui, voilà, les femmes, faut qu'on ait les mêmes droits, on a le droit d'avorter. Sauf que nous, de l'autre côté, en tant que colonie, c'était imposé. Donc l'intersectionnalité, c'est encore aussi cette façon-là, femme salariée. C'est pas la même chose aussi qu'une femme noire salariée, qu'une femme entrepreneur. Je veux dire, l'entrepreneuriat chez la femme noire, je trouve que c'est quelque chose d'inné. Vu qu'encore une fois, qui fait partie d'une branche de l'intersectionnalité, la femme musulmane noire. Déjà, la femme, c'est une chose, puisqu'on parle noire, c'en est une autre. Musulmane, c'en est une autre, parce qu'on pratique une religion, on parle la langue d'un autre pays. Et puis, du coup, souvent tu parlais d'expression de ce que l'on est réellement, c'est ça la liberté d'être ce qu'on veut. Eh bien, une femme noire voilée, si elle dit qu'elle est féministe, elle ne sera pas prise au sérieux par une féministe blanche ou autre. C'est pas juste arrêter dessus. Alors que justement, sa liberté d'expression en tant que femme voire voilée, c'est de se soumettre à ses croyances et ses dogmes. On pourrait également aussi prendre un autre exemple d'intersectionnalité avec les femmes juives orthodoxes noires, falachas, qui portent des perruques en forme de soumission par rapport à leurs dogmes religieux. Mais maintenant, ça pourrait être dit, pris comme un complexe. Est-ce qu'elle cache ses cheveux naturels sous sa perruque et autres? Et c'est intéressant justement de voir que le féminisme, en tout cas dans notre communauté, il est vrai qu'il y a des bribes, c'est des traditions, et là c'est encore autre chose qui briment de toute façon les femmes dans certains continents, mais dans certains pays du continent, mais il y en a d'autres où comme je disais, on parlait d'entrepreneuriat,
et que donc quand on suit un certain modèle traditionnel du continent ou sinon des dogmes religieux, que la femme reste à la maison et que l'homme aille travailler à l'extérieur et ramène l'argent, ça ne pose aucun souci. Mais en général, ce type de femmes-là vont avoir des petits business, à pas déclarer, peut-être la vente de bibines ou la vente de produits qu'elles revendront, des choses qu'elles font au pays. Et je trouve qu'en général, la femme noire a une facilité, je trouve, à l'entrepreneuriat, peu importe son échelle. On va dire celle qui va être avec le caddie à la gare à vendre son maïs ou autre. Mais c'est sa façon à elle d'être indépendante. Ou des femmes de sociétés, d'entreprises. Parce que chez nous, le matriarcat est réel. Le féminisme n'est pas le même que celle des femmes blanches. Mais justement, tu as dit tout à l'heure que c'était quelque chose qui était inné, le fait qu'elles allaient justement vers l'entrepreneuriat. Mais il s'agirait aussi de voir quelle catégorie de personnes, justement, va vers l'entrepreneuriat. Est-ce que c'est parce que finalement, elle n'a pas eu d'autres opportunités qu'elle recherche cette opportunité-là? Donc, je pense que dire que c'est inné pour nos communautés, moi, je pense pas forcément. C'est un mot parce que ça demande aussi beaucoup D'accord. de formation, une très bonne gestion lorsqu'on est dans l'entrepreneuriat, comme on l'a vu. Donc, dire que c'est inné, ça me semble un peu trop facile comme Non, voie. facile, oui. Inné, peut-être pas, mais effectivement, il y a une différence entre l'entrepreneuriat et essayer de générer quelque chose, un peu d'argent. Et tu as rebondi sur quelque chose qui est hyper intéressant, effectivement. Est-ce qu'elle peut, c'est parce qu'elle n'a pas le choix, avoir le dos au mur? Mais souvent, entreprendre, c'est parce qu'on se dit, je sais plus quoi faire, faut que je trouve une solution, j'ai pas d'opportunité. Comme, encore une phase de l'intersection, être une jeune femme noire dans une campagne éloignée en France, ça va pas être la même chose qu'être une jeune femme blanche dans une campagne éloignée en France. Ou vice versa. Quand on parle de l'entrepreneuriat, en général, ce qui pousse quand on vient d'un quartier l'entrepreneuriat, c'est se dire, de toute façon, on m'écoute pas, on m'entend pas, faut que je fasse avec ce que j'ai à faire, et c'est comme ça, je trouve, qu'il pousse à la créativité. Parce que moi, je trouve qu'il y a aussi la charge mentale, on n'en parle peut-être pas assez, mais la charge mentale qu'il y a sur les entrepreneurs, elle est déjà énorme. Et donc, j'imagine qu'en tant que parent, avoir aussi, toute cette charge, justement, est-ce que c'est bénéfique pour les femmes d'aller vers ce secteur, en sachant qu'elles vont peut-être devoir travailler plus pour peut-être pas développer directement leur business? On n'est pas obligé d'avoir des enfants non plus. Ouais, mais attendez. Là, il y a juste un truc qui me choque dans ce qu'on est en train de dire. C'est que, des fois, en fait, on nous impose certains concepts. Liberté, indépendance, soyons fortes, autonomes. Et ces concepts vont contre le foyer et des fois contre la nature. On a parlé de l'accouchement tout à l'heure. Limite, qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter l'impact de l'accouchement ou de la nature pour avoir cette égalité? Moi, je suis plus pour l'équité. Ça veut dire quoi, finalement, aller contre la nature? Est-ce que c'est vraiment efficace, finalement? Là, tu viens de le mentionner un peu. Il y aura une charge mentale qu'elle va devoir avoir. L'homme aussi a sa part de charge mentale. Il y a une sorte de complémentarité, finalement, dans l'homme et la femme. Est-ce que tu peux nous en parler un peu, Aurélie? Oui, donc je pense que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment à chaque couple de définir les manières sur lesquelles il veut fonctionner pour que chacun, justement, puisse apporter sa part. Maintenant, par rapport à ce qui est la carrière professionnelle, je pense que tout dépend de ce qu'on recherche aussi dans la vie. Est-ce qu'on recherche plus de flexibilité? Est-ce que aller vers tel métier va nous permettre de passer plus de temps avec nos enfants? Et aussi, il faut se dire que c'est surtout quand les enfants sont en bas âge, ils demandent beaucoup plus de présence. Donc, je pense pour une femme, il y a différents stades dans la vie. Il faut voir aussi dans quel stade elle est et dans quelle mesure, justement, son conjoint peut l'accompagner pour qu'il soit vraiment complémentaire au sein du couple et du foyer. Je mets sûrement un pavé dans la mare. Est-ce qu'on a le droit de dire, tout à l'heure on a parlé de matières ou de filières associées aux hommes, certaines associées aux femmes, est-ce qu'on a le droit de dire que finalement, effectivement, la femme elle a des qualités de mère, de caresse, d'émotion, qui font que tous les métiers un peu infirmières, etc., donc on les voit plus dans ça, tout ce qui est relié à l'enfant, aux sentiments, etc. Et l'homme, oui, il est plus attrait à l'ingénierie, au bricolage, etc. Est-ce qu'on a le droit de dire ça aujourd'hui? Est-ce qu'on a le droit de dire que finalement, je ne suis pas contre les femmes qui font des maths ou qui font du développement web. Et tu as raison, il faut leur donner la possibilité. Mais est-ce qu'on a le droit aujourd'hui de dire que les femmes, en général, elles ont tendance à aller plus vers cette direction et que même cette histoire de carrière, mais moi je vais pas augmenter ma charge mentale.
moi je préfère m'occuper de mes enfants, ou je préfère... Est-ce qu'on a le droit de se dire ces choses-là, ce type de généralité, sans passer pour ce que je ne veux pas passer pour? Tu, en fait, tu abordes deux choses. Je pense que la première, c'est donc sur la question des typologies de métiers vers lesquels on va aller. Ça, c'est des constructions sociales. Ça n'a rien à voir avec la biologie. Tu vois, quand on parle de l'accouchement, il y a un truc concret qui se passe, qui fait que, bon, bah voilà, pendant un certain temps, d'ailleurs, le congé maternité, c'est 3-4 mois. En réalité, le postpartum, c'est 2 à 3 ans. Voilà, concrètement. Donc, la question, c'est qu'est-ce qui est lié réellement à la biologie, aux capacités physiques et biologiques des hommes par rapport aux femmes, et après, qu'est-ce qui relève des constructions sociales, qu'est-ce qui relève de l'éducation qu'on a reçue, des messages, qu'ils soient directs, très très concrets, très visibles, ou des messages peut-être un peu plus subliminaux de ce que tu vois dans les séries, dans les médias, dans les bouquins, etc., qui pousse les femmes à, par exemple, être plus sur des métiers liés aux soins. Il y a un sujet sur lequel on n'a pas touché pour l'instant. Là, on parle de familles hétéros. Okay. Quid des oui. Et quand on parle de famille homoparentale, du coup, ces rôles-là. Quand on a 2 hommes qui font des enfants, parce qu'aujourd'hui c'est une réalité en France, quand on a 2 femmes qui font des enfants, est-ce que ces choses-là s'appliquent toujours? Est-ce que les rôles, en termes justement de l'éducation de l'enfant, est-ce que c'est les mêmes? Et mais dans notre communauté, c'est pas quelque chose qui est vraiment démocratisé. Moi, personnellement, ça n'est pas démocratisé, mais ça existe. J'entends. Mais là, on peut pas occulter ça. Mais ce que je veux dire, moi, je veux juste faire le point. Oui. C'est pas de dire il faut qu'on fasse ça dans nos communautés, etc. Mais de dire attention à bien faire la distinction entre ce qui relève du biologique et ce qui relève de la façon dont on a été éduqué. Voilà. Mais en soi, là, on est en train de parler justement des femmes qu'on n'a pas l'habitude de voir dans certains corps de métier, mais dans le sens inverse, c'est la même chose pour les hommes. Oui. En soi, si on voit un homme qui s'occupe de la manucure ou des choses qui sont en général associées aux femmes, je pense qu'on aura une réaction aussi d'incompréhension. Donc ce sont des choses qui sont ancrées en nous pour les 2 sexes, finalement. Il y a un exemple très concret. Est-ce que tu vois beaucoup d'hommes travailler en crèche ? Pas énormément. Non, je suis 100% voilà. d'accord. Et c'est pas forcément une question, je pense, de manque de volonté des hommes de travailler dans ces secteurs-là. C'est qu'il y a une méfiance énorme de comment se dire. Comment ça sera perçu par la société, par les parents. Même au-delà de ça, je pense qu'il y a une méfiance énorme de dire attends, est-ce que je veux qu'un garçon change la couche change la couche de ma fille, etc. Alors on se pose pas cette question-là pour les femmes, alors que on pourrait. pourrait. La question de l'intimité aussi qu'il peut y avoir et de la proximité avec les enfants. Mais c'est dur, finalement, quand je vous entends, j'ai un peu, je me dis, c'est dur finalement de trouver cette limite entre ce qui est naturel et ce qu'on nous a imposé implicitement ou non implicitement. Et c'est bizarre quand tu parlais, moi j'avais cette idée, aujourd'hui, oui, j'ai l'impression, moi j'ai plus de télé, mais chaque fois que j'allume, j'ai l'impression que les hommes on veut que les hommes deviennent des femmes et que les femmes deviennent des hommes. Et donc j'ai un vrai problème avec ça, parce que j'ai l'impression qu'on veut plus, moi il n'y a pas de problème qu'une femme soit une femme. Il y a pas de problème qu'un homme soit un homme. Mais tu vois, tu parlais de si on voit tous les jours un homme aujourd'hui, un homme qui se fait les ongles, ça pose pas de problème. Aujourd'hui, moi j'ai des clientes qui ont ouvert des salons où on met des extensions de style pour les hommes. Alors je dis pas que c'est mauvais, mais je vois où on veut aller, et c'est là où je suis totalement d'accord avec toi. Il y a des choses, j'ai l'impression qu'on veut nous imposer, et même dans la littérature, aujourd'hui, donner un livre à votre enfant, même une BD, c'est compliqué. Hein. Mais l'identité, c'est aussi une construction sociale, donc on se construit en tant que garçon ou en tant que fille par rapport à l'éducation que l'on reçoit. Mais il y a beaucoup de choses qu'on a attribuées aux femmes que les hommes revendiquent. Si les hommes veulent aujourd'hui se faire les ongles, qu'est-ce que ça peut bien nous faire en fait? Alors si ça ne remet en rien leur virilité ou leur rôle en tant que mari. Attends, si ton homme porte des talons tous les jours, ok? Est-ce que pour toi ça va? Mais il faut savoir qu'à une époque, les hommes portaient des robes. C'était les hommes qui portaient des talons, d'ailleurs. Donc, tout ça a évolué avec le temps. La mode, c'est aussi des constructions sociales. Donc, ce qui est vrai aujourd'hui ne le sera peut-être pas demain. Donc, je pense qu'il faut éviter de généraliser. Mais ma question, c'est vrai qu'elle est un peu personnelle. Est-ce que ton homme, il a le droit de porter des talons? On est d'accord. Est-ce que toi, ça te va? Là, c'est une question personnelle. Là, je suis direct.
Non, mais Il parce que c'est était, facile de dire ah oui, bah oui, il fait ce En qu'il tout cas, veut. si ça doit être le cas un jour, j'estime que c'est sa liberté. Ça sera toujours ton homme, c'est ça? Pourquoi pas? Ok. Non, mais non, c'est juste, j'essaie juste Toujours de le pavé comprendre. dans la mare, Christian. Non, j'essaie juste de comprendre. Et Mais continuons du coup, Cathy. Quel serait toi ton avis si ton partenaire justement se mettait des extensions aux cils, des talons, Alors, etc. ça dépend de quoi on parle, mais là on parle de préférence personnelle. Oui. Donc, comme disait Aurélie, les hommes ont le droit de le faire, pourquoi pas. Moi, ma préférence personnelle, oui, s'il veut mettre des extensions de cils, pourquoi pas. Des talons tous les jours, ça dépend quel genre de talons, tu vois. Non mais ça va pour moi relever d'une préférence personnelle. Ah non, je suis d'accord. Est-ce que je veux un mec qui est chauve? Est-ce que je veux un mec qui a des locks longues? Est-ce que je veux un mec Là, qui... c'est pas ce qu'il est en train de il est pas en train de taper votre ventre pour dire oui, ses préférences physiques. Il est en train de vous amener à dire si votre homme ressemble de plus en plus à une femme, est-ce que ça va vous déranger? Faut dire les termes, C'est ça. Christian. non, mais elle le sait. Non, mais elle le sait. Moi, elle a Oui, répondu. oui, c'est Moi, je suis ça, désolé, c'est elle a ça. répondu. Elle a dit oui, si ça lui plaît, pourquoi pas. Et donc, moi, c'est ce pourquoi pas qui me, parce que tu l'as très bien localisé, Cathy. Tu dis, ok, on est une femme. On a quelque chose qui est construit lié à notre nature, à qui on est en tant que femme, biologiquement, etc. Et tu as dit, il y a des constructions sociales, il y a des choses qu'on veut nous imposer implicitement ou pas implicitement. Et aujourd'hui, quand je vois l'équipe de France et quand je vois les hommes de l'équipe de France afro qui sortent de leur voiture avec quasiment des talons et des fourrures et enfin, je comprends plus rien en fait. Et je suis peut-être vieux. Je pense que c'est ça. Ah, c'est parce que je suis vieux. C'est la liberté d'expression, Ok. c'est la liberté d'expression. Donc ça remet en fait en rien, ça remet pas en question leurs valeurs ou qui ils sont. Pour moi, c'est un faux débat. Je veux dire, c'est pas le plus important qui porte des talons pas. Nous, on est en train de parler de droits. On revendique des salaires égaux. Je veux dire, ça c'est là où est le débat. Qui porte des talons pas, ça va rien changer à notre vie en tant que femme. Mais en fait, tu as raison et en même temps, je pense que tu as tort. Je vais juste t'expliquer un peu pourquoi. Si aujourd'hui, on n'est pas capable de définir une femme et un homme, tu vois, et donc, je suis désolé, toutes les différences dont tu as mentionnées, elles sont nulles et non avenues. Parce que tu n'es même pas capable de me dire qu'un homme est un homme et une femme est une femme. Et donc, et ça, le fait que tu ne sois pas capable de dire un homme est un homme et une femme est une femme... Un homme est un homme, c'est biologique. Tu nais homme, tu nais femme. Maintenant, ton identité, le genre, c'est construit. Donc, c'est toi qui l'as défini. Si tu étais né femme et que tu décides de devenir homme, tu peux faire des opérations pour devenir homme. Tout comme tu peux rester homme et t'habiller extérieurement en femme, ça ne modifie en rien ta biologie. Aurélie a dû nous quitter, enfin plutôt partir du plateau, après la question justement sur qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'une femme. Et pour la remplacer, je vous demande d'accueillir le Sam, un nouvel invité, un invité masculin. Est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît, un petit peu? Le Sam, je suis un homme afro-caribéen. J'ai grandi en banlieue parisienne, mais j'ai eu la chance d'avoir une forte transmission de ma culture, de ma langue, de par mes parents. Et je me suis senti très tôt impliqué dans les choses qui concernent la communauté noire, pardon. Et c'est ce que je développe comme thématique dans la musique que je produis. Voilà. Très bien. Alors, Cathy, si je peux me permettre, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu du combat des femmes sur le continent? Oui, alors avant de rentrer sur cette question-là, je pense qu'il faut que j'expose un petit peu en quoi je peux être légitime pour parler des femmes du continent. Donc moi, je suis d'origine française et sénégalaise. J'ai été élevée par une maman sénégalaise. J'ai eu la chance de pouvoir être vraiment imprégnée de ma culture au Sénégal, d'avoir, comme l'a dit le Sam, d'avoir une transmission très forte. Je parle les langues locales, j'y vais très régulièrement, etc. Donc j'ai vraiment une culture, même si on ne dirait pas comme ça, mais j'ai vraiment une culture sénégalaise très forte. Ma famille au Sénégal est majoritairement musulmane, et par exemple, j'ai beaucoup de personnes de ma famille qui sont dans des unions polygames. Et donc, en tant que métisse, je vais pouvoir avoir ce discours où je vais vous dire, bah oui, pourquoi pas, un homme peut porter des talons, etc., etc., avec toute cette vision un peu occidentale de ce que veulent dire les droits des femmes et des hommes, en l'occurrence. Mais je vais pouvoir vous parler aussi de ce que ça veut dire l'égalité des droits des hommes et des femmes sur le continent. Et là, ma vision, elle va être différente. Pourquoi ? Parce que je vais prendre en compte la réalité culturelle
de ce qui se passe, par exemple, au Sénégal. Donc vous allez peut-être trouver ça complètement contradictoire, mais moi, je ne suis pas contre la polygamie. Je suis contre la polygamie forcée. Je suis contre le fait qu'on force des femmes à entrer dans des mariages dans lesquels elles sont finalement muselées, dans lesquels on les empêche d'avoir une activité économique, dans lesquels on les empêche d'aller à l'école. Ça, je suis fondamentalement contre. Et donc pour moi, le combat... Mais est-ce que c'est lié à la polygamie, en fait ? Non, c'est pas forcément lié à la polygamie, mais c'est en ça que je veux dire la posture, si vous voulez, les combats les combats pour l'égalité des droits entre les hommes et les femmes en France, pour la communauté afro en France, et ces mêmes combats sur le continent, ou peut-être même aux Antilles, peut-être que d'autres invités pourront parler de cette question-là, ne sont pas les mêmes. Et donc, ça va se traduire par des sujets différents et peut-être par une posture qui va être différente. Parce que, si on parle de la polygamie, par exemple, alors nous, on va avoir un peu notre point de vue de gens qui évoluent dans des contextes occidentaux où on se dit mais c'est inadmissible, la femme, elle doit pouvoir être dans une union égalitaire où il y a un homme, une femme, etc. Et la réalité, c'est que moi, je vois beaucoup de mes cousines qui sont des femmes éduquées, qui sont allées à l'université, parfois même en Europe, qui ont des carrières, qui ont des métiers à responsabilité, et qui sont dans des mariages polygames par choix. Parce qu'elles l'ont décidé. Ce sont des choix éclairés. Et moi, en fait, le combat que je mène, c'est celui-là. C'est de dire, quelles que soient les velléités qu'on peut avoir, à partir du moment où elles sont libres, à partir du moment où elles sont éclairées, informées, allez-y. Vous voulez porter le voile, portez le voile. Vous voulez suivre les dogmes religieux, catholiques, musulmans, juifs, peu importe, allez-y. Vous voulez être une femme libérée qui porte des mini-jupes et qui, fait ce qu'elle veut faire, allez-y. Pour moi, le fondement du combat, il est là. Mais par contre, comme je le disais, ça se traduit sur des actions différentes en fonction de là où on se trouve. Oui, bien sûr. Il y a les codes culturels. Et c'est vrai que tu as mentionné la polygamie. Mais c'est vrai que quand on y pense, pour moi, la polygamie, surtout quand on est dans le continent, c'est pas contre la femme en soi. Et je pense que c'est ce que tu dis. C'est pas une notion, c'est pas contre la femme. Après, je sais pas ce que tu en penses, Alison. Est-ce que tu penses que la polygamie est contre la femme, ou c'est être pour la polygamie, c'est être contre le féminisme, ou je sais pas? Elle l'a dit, c'est une décision éclairée, c'est une rencontre de consentement à partir du moment que la femme est d'accord d'être dans une polygamie, il n'y a aucun souci. Je pense aussi que cet appétit, c'est cet amour qu'on peut partager sur plusieurs femmes. C'est juste intéressant de voir maintenant comment l'homme noir verrait différemment une femme noire qui est capable d'aimer la polyandrie. Oui, et parce que dans les tribus antiques, il existait, même au Congo, des femmes qui étaient dans la polyandrie. Aujourd'hui, on n'en voit plus. Non, aujourd'hui, il y a encore des pays où ça existe. C'est rare. C'est quand même c'est relativement pas explosé, rare. Ouais, c'est rare. Après. Donc toi, qu'est-ce que tu en penses alors de la polyandrie? Je trouve que c'est très bien pour les autres. Après, chacun. non, mais chacun fait ce qu'il veut. Moi, franchement, chacun fait ce qu'il veut. Moi, j'ai un grand-père qui était polygame. Est-ce que je suis pour la polygamie? Je trouve que, un peu comme toi, c'est le consentement éclairé. Je pense qu'il n'y a pas de mal. Après, ça peut résoudre des problèmes démographiques. La polyandrie, c'est la même chose. Il y a eu des problèmes démographiques et donc on a dû y faire face. Ça me dérange pas en soi. Le seul problème, et là, on arrive à des réalités biologiques. Quand vous avez une femme qui est mariée à plusieurs hommes, il y a la question de l'enfant et de qui. Vous allez me dire, même si vous êtes polygame et même si vous êtes monogame, on se pose toujours la même question. Effectivement. Mais là, il y a un vrai débat. Il y a un vrai débat, c'est-à-dire, qui est le père? Non, il y a des tests de paternité quand même. Oui. Il y a la confiance, surtout. Il y a ça, et puis je pense que ça, c'est une question qui est quand même très influencée par nos pensées occidentales. En Afrique, l'enfant, c'est l'enfant de la communauté. Exactement. Alors attention. Je fais un raccourci très court, mais je pense que dans ces communautés-là où la polyandrie a lieu d'être, je pense qu'eux ne se posent pas la question. L'enfant, c'est l'enfant de la communauté.
C'est une vision, en fait, Ouais, c'est une oui, vision non, mais de je voir comprends. les choses et de créer justement une famille ou une communauté. Et effectivement, ça résoudrait plus de problématiques finalement liées à la polyandrie. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, une des problématiques liées à l'éducation, c'est qu'on part du principe que c'est la femme principalement qui doit éduquer ses enfants et on met plus en avant le rôle de la mère que le rôle du père. Et là, aujourd'hui, avec cette vision de la communauté qui éduque les enfants, ça éradique un bon nombre de problèmes en soi. Et puis, il ne faut pas oublier aussi que, c'est ce que tu évoquais tout à l'heure, c'est en fait ne pas oublier notre passé, nos traditions. Et dans quel contexte est-ce que ces modèles-là se sont installés ? C'est-à-dire qu'encore une fois, on a peut-être cette vision très occidentale de dire mais attends, la polygamie, c'est bizarre, pourquoi est-ce qu'on voudrait avoir plusieurs femmes ? Est-ce que c'est une question d'amour ou pas ? Non. La polygamie, à la base, c'était une façon de tisser des liens entre des clans, par exemple dans des sociétés matrilinéaires où la transmission, l'héritage, l'identité se transmettait par la mère et où le père avait peut-être un rôle un peu plus secondaire. Ça permettait de créer des alliances, ça permettait de créer du patrimoine. Et aujourd'hui, on peut dire ce qu'on veut, mais la polygamie, en tout cas dans la société moderne au Sénégal, peut aussi permettre une indépendance économique des femmes. Parce qu'il y a répartition des tâches dans des foyers. Attention, on ne parle pas de foyers comme ici où il y a 3-4 personnes, etc. On parle de gens qui vivent avec les tantes, les oncles, les cousins, etc. dans des foyers avec un certain nombre de personnes. Donc, cette idée de polygamie peut permettre la répartition des tâches, qui derrière peut permettre aussi à des femmes d'avoir ce dont on parlait tout à l'heure, la petite activité à côté qui lui permet d'avoir son indépendance économique, peut-être de participer aux dépenses du foyer et de ne pas être complètement finalement soumise au bon vouloir de son mari. Mais la polygamie, alors il faut aussi que l'homme, normalement, le mari, l'époux, à partir de 2 femmes, ait les moyens. Parce qu'en France, c'est pas la même chose que, je sais pas, après tu disais Sénégal, même si le Cameroun, c'est pas spécialement musulman, mais la polygamie au moment du mariage, on demande monogamie ou polygamie. Et donc il faut aussi cette question de moyens. Si elle fait normalement des petits micmacs pour avoir des fonds pour se faire plaisir ou même, normalement, elle ne devrait même pas participer aux charges du foyer. Alors, attention, parce que ça, vous voyez, là, typiquement, on entre là, c'est très dangereux, parce que on en vient à, ok, pour se marier ou pour avoir des enfants, il faut avoir les moyens. Déjà, il y a 20, 30 ans, même 50 ans, nos parents, ils se posaient pas de questions. Même quand ils venaient immigrer en France, ils faisaient des enfants, mais ils faisaient pas de calcul. Parce que je parle d'un pays qui est musulman. Oui, mais c'est lié à l'islam. C'est pour ça que je parle sur les... Après, il y a des parce qu'au Cameroun, moi, je sais En que fait, mon grand-père, il n'avait pas forcément les moyens. C'est la condition, normalement, sine qua non pour que la polygamie puisse exister dans l'islam. Il faut que l'homme soit en mesure de subvenir traiter équitablement chaque épouse. Mais et c'est pas que pour l'argent. Mais ce n'est pas que pour les finances, sexuellement. Et dans tout, émotionnellement et dans tous les domaines. Oui, mais traiter équitablement ne veut pas dire t'offrir, incendier ou avoir entre guillemets les moyens. On est d'accord ou je joue sur les mots là? Je pense non, tu utilises avec tes moyens, tu divises en part égale. Voilà, c'est ça que j'essaie de dire. Moi, mon grand-père, il était comme ça. Et on n'était pas musulmans, mais c'est vrai qu'il avait 7 femmes, et il essayait d'être équitable. Non, c'était un vrai, quoi. Et il essayait d'être équitable. Chaque jour de la semaine. Non, il essayait d'être équitable. Et c'est vrai que c'était pas forcément facile. Et c'est vrai que l'idée derrière tout ça, c'est que c'est vrai qu'avoir cette femme, ça leur permet aussi un peu, chacune, comme tu l'as mentionné, Cathy, c'est d'avoir chacune un peu leur liberté, en fait. Leur liberté d'avoir de l'argent par elles-mêmes, d'éduquer à leur façon leurs propres enfants. Et donc c'est vrai que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est aussi une forme d'émancipation quand on se projette dans le prisme l'âge camerounais ou africain. Et je pense que là, tu résumes exactement le point. En fait, c'est de dire attention à ne pas plaquer en fait nos visions fortement influencées par l'Occident sur des sociétés qui fonctionnent pas du tout de la même façon. On est très individualiste en Occident. En Afrique, on est plutôt le collectif a la priorité sur l'individu. Et moi, je veux juste que les gens soient prudents en disant non mais attends, ça va pas, la polygamie c'est pas bien, etc. Peut-être dans notre contexte à nous, mais attention à bien prendre en compte. Et j'ai fait partie de ces gens-là, où je me suis dit, mais attends, c'est complètement injuste, machin, etc. Et en fait, en devenant adulte, en passant plus de temps aussi avec des membres de ma famille qui sont rentrés
complètement volontairement et de façon très éclairée dans ces mariages-là, en discutant avec elles, ça m'a permis aussi de changer ma posture et de me dire attends, je peux pas arriver moi avec mes gros sabots et dire parce que en France ou en Europe on a tel droit et telle liberté en termes de comportement acceptés sur la place publique, eh bien il faudrait que les mêmes soient appliqués, je sais pas, au Sénégal, en Arabie Saoudite, peu importe où finalement. Après on parle de celles qui sont consentantes, faut quand même remettre le cadre que beaucoup de femmes, enfin moi je sais qu'il y en a beaucoup quand même qui souffrent dans les faits divers quand on regarde les chaînes. On voit toujours des problèmes entre épouses quand même. Je veux dire que là, c'est l'idéal finalement, que les épouses entre elles s'entendent bien, que tout le monde... peut-être la femme, elle est stérile et puis du coup, une deuxième épouse, c'est bien. Peut-être qu'il y a plein d'effets qui font que... Non, normalement, c'est vrai que la première aide à choisir la deuxième. Donc moi en tout cas en ce qui concerne au Cameroun, en ce que j'ai connu, c'est que la première va aider à choisir la deuxième. Le mari lui dit ouais, j'aimerais bien une deuxième femme. Ils vont chercher ensemble. C'est même elle qui la sélectionne, qui fait passer le premier entretien. Mais je me demande comment ça se passe justement aux Antilles. Justement, on connaît qu'on a la femme potomitante, mais on a aussi le chaud lapin. Donc, je sais pas. C'est une expression, mais enfin, je sais pas. Bon, déjà moi, ma posture par rapport à la polygamie, moi je suis pas pour la polygamie, mais je préfère, je dirais, quelqu'un qui est polygame plutôt que quelqu'un qui trompe sa femme, qui trompe son monde. Donc à choisir. Je préfère celui qui obéit simplement à une règle, quelque chose de légal chez lui et il a le droit de le faire, il le fait, plutôt que quelqu'un qui se prétend monogame mais là on veut vraiment le cadre entier. Ouais, est-ce que tu peux vraiment préciser ta pensée? Alors. Choisis bien tes Aux mots. Antilles, c'est particulier parce que il faut savoir que nous sommes construits, comme je le dis régulièrement, dans la douleur. Et il y avait, et ce n'est pas un mythe, le mâle reproducteur. Donc les Noirs, les esclaves les plus robustes, vigoureux, etc., étaient envoyés de case en case pour ensemencer les femmes noires. Donc déjà, on s'est construit dans ça, et c'est pas 2 ans, 3 ans, on parle de siècles. Il y avait aussi, en opposition à cela, le maître qui pouvait à n'importe quel moment rentrer dans la case et violer ta femme, en fait. Et donc l'homme noir, afro-descendant aux Antilles, n'a pas pu, à un moment donné, prendre sa place dans le foyer. Et c'est pour ça que la femme aux Antilles est vraiment ce qu'on appelle potomitan, ça veut dire que c'est le centre de tout aux Antilles. Aux Antilles, on ne le remarque pas, mais c'est très matriarcal. Il y a énormément, je pense en statistique, on sursauterait de voir le nombre de femmes qui élèvent seules leurs enfants. Et donc c'est surtout sur cet axe-là que je veux te répondre. Voilà. C'est exactement ce que j'allais rebondir dessus, ce que je viens, d'origine du Cap-Vert, c'est la même histoire, ce sont les îles. Oui, alors juste, j'aimerais bien qu'on fasse une petite aparté. Donc, on a parlé de la polygamie, de potentiellement éduquer les enfants en termes de communauté. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de la santé mentale, aussi bien dans la communauté afro. On parle aussi des traumas qui sont liés justement à l'enfance. Comment éviter les traumas dans une famille justement polygame où le père est là seulement une fois sur 2, une fois sur 7 peut-être dans ton cas. Il y a forcément un impact sur les enfants. Quel est cet impact selon vous et comment justement le limiter? On peut transposer aussi aux Antilles. Oui, bien sûr. J'ai un couteau dans ma poche. Ah, ok. Intéressant. Si tu veux, le Sam, on te laisse justement commencer. Non, mais le trauma est évident. On le voit dans la violence qu'on peut ressentir. Aux Antilles, il y a une statistique, je ne sais plus exactement, je ne vais pas faire d'erreur, mais par rapport à la source, j'avais vu dans un journal très sérieux qu'il y avait une statistique qui a été faite qui dit que 79% des hommes qui se trouvent en prison ont grandi sans leur père. Et quand on voit la situation en Guadeloupe et en Martinique où la violence est inouïe, on voit des répercussions, ne serait-ce que déjà à ce niveau-là. Et la reproduction, le schéma. C'est-à-dire que les gens qui ont grandi sans repère, malheureusement, ont tendance à aussi reproduire parce qu'ils n'ont pas eu de modèle. Donc si tu grandis sans père, donc sans repère, et sans modèle qui va en opposition à ce que tu vis, tu ne peux que reproduire un schéma. Et donc c'est ça pour moi la difficulté qu'on a aux Antilles
par rapport à ce sujet-là. C'est vrai que c'est une stat qu'on retrouve aussi aux États-Unis. C'est une stat très intéressante. Cathy, par rapport justement à la polygamie en elle-même, toi, les enfants justement de polygames, comment tu vois justement l'impact que peut avoir la polygamie sur eux, sur le fait que finalement ils ont peut-être un père par intermittence ou qu'ils partagent, je sais pas, une forme de paternité. Et juste pour préciser, parce que tout à l'heure on disait que c'était avec l'accord des femmes cette polygamie, mais c'est pas avec l'accord des enfants. Donc quelque part, est-ce qu'il n'y a pas aussi une forme d'injustice parce que eux ils subissent ce mode familial? Je comprends tout à fait la question, mais je me demande si elle n'est pas orientée aussi, encore une fois, de nos codes très occidentaux. C'est comme si je vous demandais, est-ce que le fait d'être élevé par juste un père et une mère dans une maison en Europe, est-ce que c'est pas traumatisant? Parce que le modèle est différent. Tu vois, quelqu'un qui vient du Sénégal, etc., et bon, on m'en parle beaucoup des travers de l'individualisme occidental. Et donc, je ne sais pas si... J'ai pas la réponse. Je ne sais pas si le fait de naître dans un foyer polygame, est-ce que ça s'accompagne de traumas plus que les traumas qu'on vit en étant dans des familles parentales, avec une unité parentale classique en Europe, puisque c'est le modèle qui existe. Donc, est-ce que les gens se posent cette question? Est-ce qu'ils le vivent comme un trauma? Je sais pas, mais je pose la question. Est-ce que cette question-là n'est pas déjà orientée avec nos codes à nous et avec ce qu'on connaît nous? En tout cas, moi, les cousins que je vois, mes petits-neveux, etc., j'ai pas l'impression qu'ils soient traumatisés. D'accord. Après, c'est peut-être justement l'origine, c'est tant que la famille est épanouie, en gros bien organisée. Donc, au niveau des femmes, on sent que l'épanouissement est là et le père, finalement, les enfants bénéficient aussi de cet épanouissement. Peut-être, je ne sais pas. Hein, voilà. Après, je veux quand même être assez claire aussi et transparente. C'est ce que tu disais tout à l'heure, Alison, sur le fait qu'il y a aussi beaucoup de foyers polygames dans lesquels ça se passe pas bien. Ça, il faut être très honnête, il faut le reconnaître. Où il y a des conflits qui peuvent être très 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 violents, voire dramatiques, tout à fait. Où là, effectivement, clairement, ça va être traumatique pour tous les membres de la famille et particulièrement les enfants. Mais au même titre que tu vas avoir des familles en Europe où il se passe des choses horribles. Donc voilà, je sais pas quelle est si tu veux la part du fait que ce soit un foyer polygame qui va faire que ce soit un traumatisme pour l'enfant. Mais il y a quand même encore quelque chose qui ressort de tes deux schémas, du coup, afro-caribéens, c'est que c'est la femme qui a le poids de tout ça. Et le pire, c'est que si l'enfant souvent, je sais pas, par exemple, j'ai remarqué, hein, c'est dans mon monde, que les femmes antillaises, ou comme elles sont super autoritaires, et que malgré ça, il y a toujours cette, je les trouve super autoritaires, mais ça ne change rien. Il y a quand même autant de délinquance pour montrer la carence. Et pareil, l'aspect je sais que dans nos quartiers, il y a de tout, de toute façon. Et même si on va dire que la différence entre les familles monoparentales ou les familles en couple, le modèle occidental, il y a quand même effectivement des résonances de ce qui a pu se passer, de l'esclavage à la colonisation, à aujourd'hui ce qui se perpétue. Parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas née dans l'esclavage, je ne suis pas née dans la colonisation, mais je suis née dans un quartier qui est une façon de toute façon. Je vous l'ai dit 2 fois, mais que ce soit clair, qui est une façon de vivre et que tout ça résonne sur nous. Parce que ça change pas. Il y a beaucoup de façons de couples noirs où il y a la monoparentalité. Ça ne change pas. C'est limite, c'est dommage, mais c'est presque rare qu'on se dise, oui, il y a le papa et la maman. Ah, il est là, il t'aide, il est là. Donc il y a quand même cette différence entre le poids de la femme noire, même si c'est en Occident, même si ça fait très longtemps ce qui a pu se passer qui résonne jusqu'à aujourd'hui, et que c'est ce poids qu'on ressent et que finalement qui est perpétuel et qui est intransigeant. Aujourd'hui, on entend dire oui, voilà, si l'enfant il fait n'importe quoi, c'est à cause des parents. Ou oui, madame, on a entendu, madame, gardez vos pères, gardez vos hommes. Mais et puis cette exigence, on attend des femmes énormément. Oui, ça serait pas mal la polygamie finalement, puisque ça se dispatche, puis il y a 4 femmes, puis c'est plus facile pour toi. Là, t'as parlé d'émancipation. C'est intéressant de se dire que d'un paradigme à l'autre,
on pourrait voir dans la polygamie une manière de s'émanciper. Et c'est pas que la polygamie en soi. Moi, je fais beaucoup de maths, mais vous voyez très bien que moi, les Mormons, quand j'étais jeune, je comprenais pas. Mais vous voyez très bien que si vous avez un homme qui a peut-être 2 ou 3 femmes, eh ben, économiquement, ben, vous faites une sorte d'optimisation, vous réduisez les coûts, vous réduisez des charges mentales, c'est pas si mauvais en fait. Mais on a le droit d'aimer comme vous vous aimez, on a le droit d'être possessif comme vous êtes possessif. Pourquoi l'homme noir, en fait, c'est la femme, elle doit supporter. Faut patienter. Faut être calme. Tu sais, ils sont comme ça. C'est pas d'eux. Mais tu sais, la femme, c'est aussi la mère dans le mariage. Tu sais, non, calme-toi. Pourquoi, en fait, vous pouvez être excité, vous pouvez être un homme enfant, vous pouvez être irresponsable, on va vous pardonner. Mais quand c'est la femme noire, non, pardon, calme-toi. Non, toi, tu te dois d'être digne, tu te dois d'être patiente. C'est pas de sa faute. Tu sais, il y a tellement de beauté sur Terre. C'est l'instinct de l'homme. Attends, là, tu parles de quoi? Là, j'ai l'impression là que tu parles de choses là. Ça devient peut-être un peu personnel, mais ce qui est très intéressant dans ce que tu viens de dire, c'est vrai qu'on a cette image. Moi, je vais te dire, je suis peut-être un traditionnaliste ou conservateur, mais j'estime qu'en tant que père de famille, moi, ma charge mentale, c'est ramener de l'argent à la maison, c'est de subvenir aux besoins de mon foyer. En premier lieu, avant même l'amour que j'ai pour ma femme, c'est ramener de l'argent à la maison, faire subvenir le besoin de mon foyer. Ça, c'est mon premier rôle. Ne sois pas étonné qu'elle soit matérialiste alors, si c'est ton premier rôle de ramener de l'argent. Oui, mais en fait, regarde, même enlève le mot argent, subvenir aux besoins de ma famille. Donc tu le fais comment? Non, je vais travailler, je vais, comment dire... tu sais plus. Donc c'est pour ça que je te dis. C'est pour ça que je te dis souvent, on va dire l'homme va chercher l'aspect économique. Oui. C'est pour ça. Oui. Et donc c'est pour ça que je te dis, quand je t'ai dit, ne sois pas étonné qu'on dit qu'une femme est matérialiste. Si l'homme toujours on lui dit il va chercher l'argent, tu dis subvenir à un besoin, mais tu n'as pas dit. Qu'est-ce que ça veut dire matérialiste? Qui est attaché à la matière. Oui, mais une femme peut aimer un homme responsable, parce que moi, la définition de la responsabilité, c'est ça, en tant qu'homme. Moi, en tant que père, c'est ça, la première chose. Et ensuite, on peut voir les autres choses. Mais tu peux me dire si je ramène pas ça, comment tu peux me respecter? Moi, je me respecte pas. Et ça, ce sont les codes qu'on m'a appris, et c'est lié à ce que tu as appelé la résonance. C'est-à-dire que c'est ce schéma qu'on m'a appris. Et de même qu'une femme, j'imagine bien, qu'on lui a dit, sois une bonne épouse. Sois patiente, tais-toi. Quand il rentre de la maison, fais-lui à manger. Pendant 30 minutes, tu lui parles pas. Sois calme, sois compatiente, écoute-le. Mais dans l'adversité, parce qu'il y a des hauts et des bas. Bien Maintenant, sûr. je te souhaite que tout soit prospère pour toi. Mais en général, si par exemple, on va dire, oui, la femme noire est beaucoup moins patiente que les femmes des autres communautés. Il faut lire le livre Impatient. Non, je plaisante. Oui, je sais. Non, je plaisante. Et donc, du coup, on va dire, oui, les femmes noires comparées aux femmes blanches ou comparées aux femmes asiatiques ou comparées aux femmes maghrébines, elles vont être beaucoup plus vindicatives, elles vont être beaucoup plus... Si tu vas avoir des problèmes d'argent, elle va pas te supporter ou elle va... Excusez-moi, dites-moi si je me trompe, mais souvent ça fait partie des clichés. Exactement. Alors qu'au final, peut-être que l'adversité que la femme noire va te pousser, ça va peut-être t'aider à transcender. Mais toi, t'es en train de dire que la façon dont tu subviens aux besoins et que en général, c'est vrai ce que tu dis. On attend d'un homme en général, en tout cas d'un homme noir, à ce qu'il ramène l'argent à la maison. Mais quand on lui dit, si tu ramènes pas d'argent, je te quitte, on va dire, elle est matérialiste. Mais en même temps, tu viens de dire, je n'ai pas mon rôle d'homme si je ne subviens pas aux besoins de ma famille. J'arrive pas à... Non, mais quand tu y penses, c'est assez simple. C'est la pyramide de Maslow, c'est les besoins primaires. C'est-à-dire que je suis un homme, je suis responsable. C'est ça. Moi, mon fils, c'est la même chose que je vais lui dire. Je vais lui dire, écoute, ok, t'as une femme, donc maintenant, tu dois subvenir à ses besoins. Elle a quitté son père, maintenant elle est avec toi. Et donc, tu dois subvenir à vos besoins. Et ça veut pas dire qu'elle va pas l'aider. C'est ça, être un couple. Chacun a son devoir. Ça veut pas dire que je vais pas faire la vaisselle. Ça veut pas dire que je vais pas m'occuper des enfants. Ça veut pas... On est dans cette complémentarité. Mais chacun a un rôle de base, entre guillemets. Après, c'est vrai qu'on est dans un monde... Moi, j'estime, après, c'est mon avis, hein, mais si on est tous les deux à aller chercher l'argent, comme dirait Jean-Claude Van Damme, qui va s'occuper des enfants? Jean-Claude. Un grand philosophe belge. non, mais c'est vrai. On va rentrer... J'aurai pas une oreille pour t'écouter. Toi, t'auras pas une oreille pour m'écouter. J'aimerais intervenir aussi. Alors, je suis un peu taquin dans ce que je vais dire, mais est-ce que ce qui a trait au physiologique n'est pas devenu philosophique dans le sens où, dans le cadre d'un projet civilisationnel, un homme peut mettre 10, 15, 20 femmes enceintes dans la même semaine. Mm-hmm. L'inverse n'est pas possible. Donc, est-ce que au départ, c'est pas construit comme ça, et après c'est devenu la norme. Peut-être que c'est pour ça aussi que c'est pas pareil une femme
par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, un homme et une femme, c'est pas pareil. Parce qu'une femme, déjà, ne peut pas faire ce qu'un homme fait. Et je me demande, est-ce que, à la base, c'est pas ça la raison pour laquelle la polygamie est arrivée? C'est pas une affirmation, c'est un vrai questionnement. Est-ce que c'est pas pour ça que la polygamie est arrivée au départ? C'est une question que je pose. Même sans parler de polygamie, je pense que oui, concrètement, quand tu regardes si tu remontes même encore plus loin, je pense à la préhistoire, etc., effectivement, les rôles associés typiquement aux hommes ou aux femmes sont complètement liés à ça, puisque t'avais, et même tu vois ça même dans la nature aussi, où du coup l'homme était peut-être plus en charge d'aller conquérir, d'aller ramener, je sais pas moi, du gibier, j'en sais rien, voilà, et où les femmes étaient restées peut-être plus dans un cadre dans une distance relativement courte par rapport au foyer, parce qu'il y avait des enfants en bas âge, des enfants dont il fallait s'occuper. Elle se chargeait peut-être plus de la cueillette que d'aller guerroyer à droite et à gauche. Et donc je pense que oui, l'origine de ces constructions sociales, elle est effectivement basée sur des aspects physiologiques. Mais est-ce que c'est toujours vrai dans nos sociétés actuelles, où finalement ces différences-là se sont réduites, se sont atténuées? Une femme ne peut toujours pas faire 3 enfants par an, ni 4, ni 5. Non, c'est sûr. Encore que avec la PMA peut-être, mais ça c'est un autre. Non, là tu nous ramènes. On avait quitté les histoires là. Tu nous ramènes dessus. On va faire comment? Non, mais en soi, on est d'accord que la polygamie, c'est une possibilité parmi tant d'autres. Là, j'aimerais bien qu'on essaye de se recentrer et qu'on trouve des solutions pour une bonne complémentarité dans le couple et une union épanouie pour les deux, en fait. Parce que l'idée, c'est que justement, personne ne subisse d'injustice et que tout le monde profite pleinement des bienfaits du couple, tout simplement. Tout à l'heure, c'était peut-être un peu dur, selon moi, quand tu disais justement que les femmes, on va leur apprendre, tais-toi, fais pas ci, fais pas ça. Tu fais exprès, hein. Oui. C'est comme ça, certainement, qu'on t'a éduqué, mais justement, est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas une ère où il est temps de rééquilibrer? Ce qu'on a appris dans le passé, il y a du bon et il y a du mauvais. Ce qui se passe aujourd'hui, à l'ère du numérique, et puis dans les nouvelles générations, il y a du bon et du mauvais. Mais on a la possibilité, justement, de rééquilibrer tout ça pour que personne n'en pâtisse et qu'on soit sur une vraie base de couple solide qui profite aux enfants. Donc, qu'est-ce que vous pouvez proposer, justement, pour qu'on soit sur une recette qui fonctionne? Pour moi, c'est déjà le dialogue. Je veux dire, chaque couple va avoir des velléités différentes, une culture différente. Chaque individu dans le couple va amener son bagage, en fait. Et pour moi, le couple, c'est avant tout, c'est un contrat. C'est un contrat de fonctionnement entre deux individus. Donc, pour que ça puisse fonctionner, quelles que soient les modalités, il faut qu'il y ait un échange, il faut qu'il y ait un dialogue, et il faut qu'il y ait un dialogue qui soit continue dans la durée, qu'on fasse une révision de contrat régulière pour s'assurer qu'on est toujours dans les mêmes modalités. Parce que l'arrivée d'un enfant peut modifier la dynamique du couple, parce qu'il y a des événements de la vie qui peuvent chambouler tout ça. Et donc pour moi, pour que cela puisse fonctionner, encore une fois, quel que soit le contexte dans lequel on le vit, qu'il soit culturel, économique, etc., social, c'est justement d'avoir ces conversations de façon ouverte, éclairée et de façon continue. Et toi? Moi, je dirais que il faut réfléchir à la racine de ce questionnement-là. Pourquoi déjà on se pose la question? On a soulevé plusieurs fois, est-ce que finalement on n'est pas aussi un peu matrixé par une vision eurocentrée? Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que selon l'Européen, la polygamie c'est pas bien, mais le polyamour ça va. Oui, exactement. Merci. On en a pas parlé, mais exactement. Mais il faut se demander pourquoi est-ce qu'on se poserait cette question-là si on était sur le continent? Ça, il faut se demander. Après, je pense que c'est pas parce que on est d'une culture que tout est bon dans cette culture. Et à un moment donné, il faut accepter de se dire, il y a des choses dans ma culture, ça nous freine, ça me freine, ou ça m'empêche d'accomplir certaines choses. Ça, on a du mal avec ça, en fait. C'est ma culture, donc je prends tout, je garde tout. Non, il y a des choses on peut prendre du bon chez les Asiatiques, du bon chez les Européens, du bon partout. Et je prendrai exemple pour finir sur les premiers Africains qui sont arrivés, par exemple en Martinique ou en Guadeloupe, ils ne pouvaient pas faire leur plat traditionnel qu'ils faisaient au pays, au Sierra Leone ou au Nigeria. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, bon, on a envie de retrouver nos goûts, à préserver nos goûts, donc ils ont pris ce qui existait là-bas, et puis ils ont ajouté 2-3 trucs qui n'existaient pas là-bas. Ils ne se sont pas dit, non, il faut absolument ça.
ça n'existe pas en Martinique et en Guadeloupe. Il y a des épices qui n'existent pas. Donc, ils ont réappris à faire leurs plats, ils ont réappris à faire des choses, ils ont réarrangé les choses et finalement ça a créé quelque chose aussi d'aussi bon. Et c'est ce que je veux exprimer, c'est s'adapter aussi à notre environnement sans se compromettre. C'est deux choses différentes. Tout à fait. Exactement. L'émission touchant à sa fin, on continue vers la conclusion. Alison, je t'écoute. Par rapport à la dernière question, déjà, je voudrais juste déconstruire le fait que tous les hommes, même avant, et les femmes noires ne s'entendaient pas et ne pouvaient pas être amoureux. Déjà, ça, je pense qu'il faut le déconstruire, parce que ce soit dans le Témanel, il y a toujours des couples âgés qu'on connaît, enfin, je sais pas, des grandes tantes qui ont été amoureux, qui ont été en couple, qui ont eu un couple sain. Par exemple, si on va lire Amadou en Patéba dans L'Enfant Peul, ben à l'intérieur, il parle de ses grands-parents et de tout ce qu'a pu faire son grand-père pour conquérir sa grand-mère. Il n'a pas cherché d'autre épouse. Ou que ce soit dans la tradition musulmane où la première épouse, c'était la seule qu'il ait connue après son décès à être polygame. Ou aujourd'hui aussi, on a plein d'exemples. Donc il n'y a pas que cet aspect aussi où voilà, c'est aussi beaucoup, on est capable aussi et c'est la raison, je pense qu'il y a beaucoup aussi d'hommes et de femmes noires qui sont pleins qui ont confiance et qui ont cette force après tout ce qui s'est passé et toutes ces tentatives de destruction nous concernant. Donc voilà, je voulais finir sur ça parce que je pense qu'il faut aussi rappeler que malgré tout, il y a encore beaucoup de grandes qualités dans notre communauté. Très bien. Toi, Christian ? Ouais, alors concernant le couple, c'est vrai que c'est pas forcément évident. Et c'est vrai que clairement la communication, c'est très important. Il y a quelque chose que je tiens quand même à dire. Moi, je sais que quand on se dote, c'est un peu traditionnaliste, mais quand on fait une dot, donc c'est lié aux traditions, il y a quelque chose qu'on fait. Il y a un échange entre le père de la fille et le père du jeune homme. Il y a un échange, c'est-à-dire que il va boire un verre de vin et il va manger une cola. Et il dit à sa fille, écoute ma fille, j'ai bu le vin, j'ai mangé la cola. Si demain il me demande de rendre, je ne pourrai pas rendre. Et donc c'est très solennel et c'est vrai que en Occident on est très focalisé sur l'amour, sur le prince charmant et c'est vrai que moi j'estime que c'est une rencontre de valeurs et donc faites très attention avec qui vous voulez vous marier. Regardez la valeur de la personne avec qui vous êtes et puis comment elle se comporte aussi vis-à-vis de ses parents. Et c'est vrai qu'il y a besoin quand même d'une écoute continue. Parce que même avec de la bonne volonté, on change, on évolue. C'est dommage, c'est dur ce que tu as dit. C'est-à-dire qu'après un enfant, on peut avoir d'autres envies. Moi, j'ai voulu entreprendre. Et comme disait, entreprendre, c'est prendre des risques en fait. Et donc oui, soyez dans l'écoute et la communication. Voilà. Exactement. Oui, je vais essayer d'apporter un petit résumé et une conclusion. Donc, pour revenir sur la thématique du début qui était le féminisme, n'oublions pas qu'il y a différentes définitions au féminisme. Ne nous enfermons pas dans une idéologie. Prenons le temps de comprendre ce que l'autre comprend dans cette thématique. Et pour la question de la polygamie et du mariage de façon générale, acceptons qu'il y a différents couples, différentes familles. L'essentiel étant que chaque personne puisse vraiment accepter en fait cette condition et qu'elle ne soit pas imposée et que personne ne puisse subir d'injustice. Et puis, nous sommes des peuples extrêmement diversifiés. C'est une richesse. Pensons justement à l'entreconnaissance des peuples pour nous rééquilibrer. Ne restons pas entêtés dans nos cultures s'il y a des choses à revoir. En tout cas, c'était un plaisir de partager cette thématique avec vous. Et je vous dis à très bientôt. Ouais, n'oubliez pas de liker, partager et commenter. À très bientôt. Merci. Chers amis et membres de la famille des funérailles des tabous, bonjour. Tout d'abord, je vous adresse un immense merci. Votre engouement pour les funérailles des tabous dépasse toutes nos attentes. Grâce à vous, notre appel à candidature pour devenir chroniqueur, chroniqueuse ou animateur a été un véritable succès. Plusieurs centaines de demandes nous sont parvenues. Cela montre à quel point vous tenez à notre mission de créer des programmes qui invitent à la réflexion et élèvent la communauté afrodescendante, ainsi que tous ceux qui s'intéressent à l'histoire des peuples noirs. Aujourd'hui, nous avons reçu des candidatures exceptionnelles. Si nous avons dû faire des choix, c'est vous, notre public, qui allez avoir le dernier mot à travers vos commentaires et vos votes. Vous allez désigner les présentateurs, animateurs qui représenteront les funérailles des tabous cette saison. Des sessions de tournage ont déjà eu lieu.
où nos potentiels animateurs ont pris part à de véritables débats et discussions dans le même format que nos émissions classiques avec des invités. De plus, les vidéos de nos présentateurs et chroniqueurs seront diffusées sur nos réseaux. Et ce sera à vous, à travers vos commentaires et vos votes, de décider qui animera cette saison. Le principe est simple, c'est eux qui ont la parole, mais c'est vous qui avez le choix. À très bientôt.